Peut-être pourriez-vous donner au public un aperçu précis de ce que la Russie vient d'accomplir sur le plan militaire avec le missile Burevestnik et la torpille sous-marine Poseidon. Il y a eu le Kinzhal plus tôt dans l'année, le sous-marin nucléaire Khabarovsk et, je crois, le Sarmat. C'est un sous-marin nucléaire conçu pour lancer des Poséidons. Mais la véritable importance réside dans les Poséidons eux-mêmes. Et Poutine a également laissé entendre qu'un autre missile allait bientôt sortir, une charge utile lourde. Apparemment, non pas un seul, mais 2 ou 3 dans les prochains mois. Et cela jusqu'en 2026. C'est incessant. Eh bien, écoutez, on peut peut-être dire, je ne suis pas un expert nucléaire, bien sûr, mais on peut probablement affirmer avec un bon degré de certitude que l'élément le plus révolutionnaire de ces dernières avancées, ce sont les réacteurs nucléaires miniaturisés. Et en fait, Poutine l'a même dit. Nous pouvons utiliser ces réacteurs nucléaires miniaturisés, même pour l'exploration spatiale. Il existe donc de nombreuses possibilités d'utilisation de ces réacteurs nucléaires miniaturisés. Et elles ne sont pas exclusivement militaires. C'est une avancée majeure, vraiment majeure. Oui, il y aura bientôt un nouveau Sarmat, probablement l'année prochaine. Et c'est fou, car le Burevestnik est encore plus puissant que le Sarmat. Il relève constamment la barre. So they're upping the ante all the time. And of course, in terms of the continuity. Et bien sûr, en termes de continuité de leur mouvement, percer dans l'énergie nucléaire, l'énergie atomique et l'application de cette énergie aux missiles balistiques et aux systèmes hypersoniques, personne ne s'en approche même de loin. Les Chinois sont très en retard et les Américains, eh bien, ont 2 ou 3 générations de retard. Ainsi, les applications civiles seront aussi importantes que les applications militaires. Et évidemment, pour reprendre ce que notre ami, le grand maître taoïste, Sergueï Lavrov, a dit il y a quelques jours après ses essais, il y a eu essentiellement un silence tonitruant à travers l'Occident, car ils ne savaient même pas ce qui se passait. Ils ne pouvaient rien dire, car ils étaient incapables de situer cela. Ils n'avaient pas le cadre conceptuel pour comprendre ces essais, ni leur importance. C'est donc un autre exemple des Russes qui continuent simplement à faire les choses à leur manière, sans se vanter, sans fanfaronner. Quand ils testent quelque chose, c'est que c'est déjà prêt. Ils l'ont testé des tas de fois auparavant, et ensuite, quand ils procèdent à un test pratique, c'est juste, bon, cette arme est prête à être mise en service. Et elle l'est. Et maintenant, ils produisent déjà des Oreshniks, une production en série d'Oreshniks, qui n'ont été testés qu'il y a quelques mois. C'est un état d'esprit et un processus complètement différent de ceux des Américains, qui consiste essentiellement à se vanter. Nous avons la plus grande armée de l'histoire des galaxies, et tout le reste. Eh bien, d'accord. Montrez-nous vos armes hypersoniques. Est-ce qu'elles fonctionnent? En avez-vous? Est-ce qu'elles fonctionnent? Voilà. Lorsqu'il a remis des distinctions d'État aux concepteurs du Burevestnik et du Poséidon, il a déclaré que ces armes permettraient d'atteindre la parité stratégique pour l'ensemble du XXe siècle. Parle-nous de ce que cela signifie pour toi, Pepe. Quel genre de message cela envoie-t-il? Danny, tu sais bien que Poutine n'est pas du genre à exagérer. C'est quelqu'un de très mesuré, calme, calculateur. Donc quand il dit quelque chose comme ça, quand on parle des 75 prochaines années, c'est parce que ces scientifiques l'ont informé des applications civiles et militaires de ces technologies, en particulier de ces réacteurs nucléaires miniaturisés, et qu'ils travaillent déjà dessus. Alors, évidemment, il l'a formulé de manière percutante. C'est comme un éclair lancé par Zeus, cette phrase à elle seule. Cela signifie non seulement la parité stratégique, mais aussi la dissuasion stratégique et la supériorité sur tout concurrent. En fait, il n'y en a qu'un seul aux États-Unis pour le reste du siècle. Incroyable.
Peux-tu imaginer comment cela est perçu au Pentagone, par le secrétaire des guerres éternelles lui-même? by the Secretary of Forever Wars himself. He has been silent, just like Il est resté silencieux, tout comme l'OTAN, Monsieur Exet. Mais celui qui n'est pas resté silencieux, et je vais le diffuser, c'est la réaction générée par l'IA que Donald Trump a donnée. Le timing n'est absolument pas une coïncidence. C'est une réponse à ce que la Russie vient d'annoncer. Allons-y. to what Russia has just laid out. Here we go. United States of America has more nuclear weapons Les États-Unis d'Amérique possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays. Cela a été accompli grâce à une mise à jour complète et à une rénovation des armes existantes pendant mon premier mandat, lorsque j'ai reconstruit l'armée. En raison de leur immense pouvoir destructeur, j'ai détesté le faire. Cela concernait les armes nucléaires. Mais je n'avais vraiment pas le choix. La Russie arrive en deuxième position et la Chine est loin derrière. Mais nous serons à égalité d'ici 5 ans. En raison des programmes d'essai d'autres pays, j'ai ordonné au ministère de la Guerre de commencer à tester nos armes nucléaires sur une base équitable. Ce processus commencera immédiatement. Je veux dire, les jeunes appelleraient ça du slop d'IA. The kids would call that AI slop. Yeah. For decades. The first Russian reaction is La première réaction des Russes a été « C'est-il ce qu'il dit ?» Évidemment, ils ont immédiatement conclu qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'il disait. C'est pourquoi Poutine et Belousov ont été extrêmement prudents en déclarant « Très bien, s'il a vraiment dit cela et qu'il ordonne désormais des essais nucléaires américains, nous ferons nos propres essais nucléaires également. » Il n'y a aucun doute là-dessus. Et évidemment, les Chinois s'y mettront aussi. Les Nord-Coréens, l'Inde, le Pakistan, tout le monde. C'est désormais la saison ouverte des essais nucléaires. it's now open nuclear testing open season. Right. And I want to clarify with everybody. Je veux clarifier pour tout le monde dans le public qui vient de voir cela. Certaines personnes disent « c'est de l'IA, c'est de l'IA ». Oui, Trump publie souvent ce que les jeunes appelleraient de la bouillie d'IA. C'était de l'IA, c'était le message officiel venant de Washington. Coming out of Washington. But this I was want an to know official. that. This was an official message. C'était un message officiel. Et il a été pris très très au sérieux par les Russes. Très au sérieux. Alors maintenant ils disent « D'accord, attendons un peu. Voyons si la question revient sur le tapis et voyons s'il y a un certain mouvement vers des essais. Si c'est le cas, nous en serons aussi. » We're on as well. Vladimir Putin was sitting with the Defense Council. Vladimir Poutine était assis avec le Conseil de défense juste après cette annonce, en déclarant « Nous prendrons des mesures égales et réciproques à ce sujet. » Nous avons entendu Sergei Lavrov. Nous avons entendu, disons entre guillemets, le Kremlin ou le gouvernement russe affirmer qu'ils ne sont pas opposés à l'échange ou à la fourniture d'armes à des pays amis. Des parlementaires au sein du Kremlin ont dit cela à propos du Venezuela. Mais bien sûr, nous connaissons la situation avec l'Iran et toutes les rumeurs qui circulent à ce sujet. Mais nous savons que le commerce militaire de la Russie fait également partie de ses relations avec ces pays, sans aucun doute. Exactement. What they do with these countries, no doubt. Exactly. Probably there's going to be a BRICS Conga line. Il est probable qu'une sorte de file indienne des pays des BRICS arrive à Moscou. D'accord, nous voulons une boutique, nous voulons ceci, 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 ceci. Cela pourrait très bien se produire. Et bien sûr, en supposant que les Russes disposent d'une capacité de production suffisante pour livrer et honorer tous ces contrats potentiels, l'Inde sera l'un des principaux clients. Cela ne fait aucun doute. Mais au-delà de cette file de pays des BRICS intéressés par la puissance de feu et le savoir-faire russe, il faut revenir aux aspects concrets de cette guerre hybride menée sur le terrain contre la Russie, contre le Sud global dans son ensemble, contre certains pays des BRICS et contre les pays candidats aux BRICS comme le Venezuela ou les partenaires des BRICS dans le cas du Nigeria. Or BRICS partners in the case of Nigeria. Trump already said that sooner or later the US is going to intervene. Trump a déjà déclaré que tôt ou tard, les États-Unis allaient intervenir au Nigeria. Cela nous amène donc à l'une des questions clés, 1 an après le très réussi sommet des BRICS à Kazan l'année dernière. Les BRICS, en tant que groupe, travaillent-ils sur une stratégie concertée pour au moins tenir tête à l'empire qui déchaîne sa fureur
sa vengeance, son impuissance, sa haine pure, une haine idéologique à travers tout le Sud global. Quelle est la cohésion des BRICS sur ce sujet? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Et de nombreux signes montrent que cette cohésion n'est toujours pas acquise. C'est une question géopolitique. This is a geopolitical issue. It's a military geopolitical issue. C'est une question militaire et géopolitique. C'est assez différent de ce sur quoi les BRICS s'accordent en matière de géoéconomie, en particulier ce qu'ils ont convenu l'année dernière à Kazan et qu'ils continuent de mettre en œuvre. Ce laboratoire des BRICS, comme je l'appelle, teste encore toutes sortes de systèmes de règlement alternatifs, etc. Je serai à Moscou dans quelques jours et j'aurai une mise à jour sur place concernant l'évolution de la situation. Ma première grande réunion, dès mon arrivée à Moscou, sera consacrée à la discussion de cet événement, très important. Mais sur le plan de l'unité géopolitique, c'est bien plus complexe. Et bien sûr, au sein des BRICS, nous avons des acteurs qui sont, disons-le, louches, est une manière indulgente de les qualifier. Je parle des Émirats arabes unis d'ailleurs, qui au Soudan se retrouvent opposés à un autre membre des BRICS, l'Égypte. Ils sont sur des camps opposés au Soudan. Et le Soudan, bien sûr, les Américains s'y intéressent également. En Afrique, il existe tant de foyers de tensions différents que l'Empire peut exploiter pour déstabiliser certaines régions. Par exemple, les Français étaient directement impliqués, mais les Américains l'étaient indirectement dans cette dernière offensive d'Al-Qaïda au Mali, qui apparemment, pour le moment, est sous contrôle. Mais ils reviendront sans aucun doute. Ils doivent déstabiliser au moins l'un des membres de l'Alliance des États du Sahel. Le Nigeria, bien sûr, un producteur d'énergie et un membre des BRICS, allié aux BRICS. La guerre, il ne faut jamais l'oublier, la guerre hybride à différents niveaux, oppose l'Empire à l'ensemble des BRICS, y compris à leurs partenaires. C'est pourquoi elle est si dangereuse. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu, et je n'ai pas entendu, de la part de personnes proches des responsables des BRICS dans plusieurs pays, qu'ils se soient réellement assis pour en discuter en détail entre eux. Ils parlent beaucoup de géoéconomie, de systèmes de règlement, d'augmentation du commerce dans leur propre monnaie, mais pas d'une stratégie globale des BRICS pour contrer l'Empire. Et c'est quelque chose qu'ils auraient dû commencer à dire hier. Ça prend trop de temps. Tôt ou tard, nous pourrions voir un membre des BRICS tomber, ou un partenaire des BRICS tomber, ou une déstabilisation directe par l'empire d'un membre ou d'un partenaire des BRICS. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Mais il n'y a toujours pas de volonté politique, Danny, malheureusement. Je te donne la lecture réaliste de la situation telle qu'elle évolue. Et bien sûr, nous savons tous qu'au sein des BRICS, tout dépend des deux principaux décideurs, le partenariat stratégique Russie-Chine. Et ils ont en ce moment tellement de dossiers complexes à gérer. Je suis donc désolé d'être un peu décevant sur tout cela, mais c'est la lecture réaliste, tu sais. Les trois membres des BRICS qui poussent réellement à accélérer le processus sont la Russie, la Chine et l'Iran. Tous les autres essayent plutôt de rattraper leur retard, surtout sur le plan géopolitique et politique. Donc, tout dépend vraiment d'eux, surtout de la Russie et de la Chine, qui se trouvent dans une position bien plus favorable que l'Iran, lequel est entouré de vipères de l'ordre impérialiste. C'est là qu'est le besoin, vous voyez. Et vous avez mentionné que la Malaisie avait récemment été menacée par l'ambassadeur des États-Unis. Absolument. On leur a dit, ne rejoignez pas les BRICS. Ce n'est pas dans votre intérêt. Votre intérêt, c'est de rester avec nous. Même après avoir traité Trump comme l'un de leurs sultans, Trump a été traité presque comme un sultan malaisien lors de sa visite.
Les Malaisiens sont extrêmement courtois, d'une politesse exquise, plein de grâce, et ainsi de suite. Mais cela n'a toujours pas suffi. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Ils essayaient, du moins, d'apaiser le roi de la jungle. Ce qu'ils ont fait, mais peut-être seulement pendant quelques jours. Pas assez. Et ici en Thaïlande aussi, les Américains, vous savez, construisent l'une des plus grandes ambassades ou consulats du monde, ici à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Pourquoi? Très proche de la frontière chinoise. Et évidemment, le gouvernement thaïlandais doit être très prudent. Il ne peut pas s'aliéner directement les Américains. Il y a beaucoup d'intérêts américains ici, dans toute la Thaïlande. Donc c'est compliqué. Vous savez, même si leur relation avec la Chine est très forte, en particulier la relation entre la monarchie thaïlandaise et le Parti communiste chinois, ce que très peu de gens savent. Ce qui est si intéressant, c'est que Anwar Ibrahim, de Malaisie, il a été très actif lors du sommet des BRICS. Je veux dire, il parlait de Bandung et de l'esprit anticolonialiste. Et puis quand Trump est arrivé, on aurait dit que tout cela s'était inversé. Tu ne peux pas l'antagoniser directement. Danny, je crois que c'était un vétéran. Anwar est l'un des diplomates les plus intelligents au monde et aussi un survivant. Tu as vu? L'une des choses qu'il a dit à Trump était extrêmement sophistiquée, mais c'était une sorte d'approche de séduction dont il savait qu'elle fonctionnerait. Il a dit, écoute, j'ai déjà été en prison. Toi, t'as failli aller en prison. Donc on a quelques points communs. Trump en a ri. Trump a compris le message. Donc tu vois, on ne joue pas avec un type qui a fait de la prison, qui est revenu et qui est maintenant le dirigeant de son pays. C'est pareil avec Lula. Lula a aussi été en prison. On ne joue pas avec Lula. Et Trump ne peut pas s'en prendre directement à Lula. C'est quelque chose qu'il a compris même après leur brève rencontre. Et Lula a dit, écoute, si ces tarifs continuent, je vais t'appeler moi-même et te dire, d'accord, nous avons eu une réunion, nous avons peut-être commencé à nous comprendre, et tu n'as rien fait à propos des tarifs. Donc tu sais, dans la sphère des BRICS, tu as des dirigeants avec suffisamment de stature et d'autorité, presque mondiale dans le cas de Lula, une véritable portée mondiale, et Anwar avec une portée presque mondiale, qui peuvent parler à Trump en face à face. Et ils n'ont pas peur, et ils ne se laissent pas intimider. Peu importe ce que font les pays des BRICS, exactement comme vous l'avez dit, pour éviter d'affronter directement Donald Trump, pour l'apaiser, pour s'assurer qu'il ne le provoque pas, car c'est vraiment le chaos. Le chaos, oui. Plus qu'une sorte d'action concertée du type « Oh, si nous faisons cela à Trump, nous allons subir une attaque XYZ ». Il s'agit plutôt d'inviter le chaos lorsque la colère de Donald Trump est déclenchée. Voici donc l'ambassadeur des États-Unis en Malaisie, sa menace. Je pense que dans la mesure où les BRICS pourraient, dans certaines circonstances, offrir des avantages économiques limités à la Malaisie, il est logique que la Malaisie s'y intéresse. En même temps, je crois qu'il est très important de reconnaître d'où provient la prospérité à long terme de la Malaisie, à savoir, selon nous, de sa profonde intégration dans les chaînes d'approvisionnement occidentales. Oh mon Dieu. Avec cet accent, Pépé, on ne devinerait pas qu'il a été formé à Washington, n'est-ce pas? Cet imbécile ne connaît rien aux chaînes d'approvisionnement intra-asiatiques, celles qui comptent vraiment. L'Asie de l'Est, l'ASEAN et l'ASEAN avec l'Asie de l'Est, en particulier l'ASEAN-Chine. Évidemment, il ne comprend absolument rien à tout cela. La Malaisie est également intégrée dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Mais pour l'ASEAN, le mondial commence avec les 10 pays de l'ASEAN, la Chine et leurs partenaires. En dehors de la Chine, l'Inde est ce qu'ils appellent l'ASEAN plus 3, la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
Ainsi, ces économies relativement importantes de l'ASEAN, comme la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie, sont intégrées à travers l'Asie de l'Est, y compris l'Asie du Sud dans le cas de l'Inde, et l'Asie du Nord-Est avec le Japon et la Corée du Sud. Le marché américain pour eux est correct, mais il n'est pas absolument essentiel. Pas du tout. Pas du tout. Pour les petits pays, c'est plus compliqué, car ils exportent par exemple des textiles. Ils exportent beaucoup vers le Myanmar, le Cambodge et le Laos par exemple. Et ce n'est pas un hasard si les principaux droits de douane imposés par Trump sur l'ASEAN concernaient ces trois pays. Ce sont les plus petits, les plus faibles. Trump n'a pas osé imposer des droits de douane de 40% à la Malaisie, à la Chine ou à la Thaïlande, mais il les a imposés aux trois plus petits, le Myanmar, le Laos et le Cambodge. Mais ce qui compte en matière de chaîne d'approvisionnement, c'est l'ensemble de cette région. Et cela a été discuté lors de plusieurs sommets tenus en même temps à Kuala Lumpur. Ce n'était pas seulement le sommet de l'ASEAN. Il y a l'ASEAN, l'ASEAN plus 3, l'ASEAN Chine, l'ASEAN avec les autres membres, et le RCEP, qui inclut l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Nous avons donc eu en quelque sorte probablement 5 sommets à Kuala Lumpur, et tous portaient sur l'intégration des chaînes d'approvisionnement désormais menacées par les tarifs américains sur l'Asie de l'Est. Je dirais la partie orientale de l'Eurasie, qui est déjà immense. Et si les tarifs se poursuivent, pas de problème, car ils continueront simplement à commercer davantage entre eux. Partout ici, Asie du Nord-Est, Asie du Sud-Est, Asie du Sud, même Asie centrale, vous les nommez. Et bien sûr avec la Chine, qui est le partenaire commercial numéro 1 pour tous.